Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, cette question: comment sauvegarder l'équilibre de l'écosystème face à l'activité intense de l'homme exercée sur l'environnement? L'humanité célèbre le 5 juin de chaque année la journée de l'environnement. À suivre dans ce journal les explications sur les enjeux environnementaux à l'échelle mondiale et nationale avec Nene Mainzana Mapoko, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, spécialiste des questions environnementales. Bonsoir Nene. Bonsoir. Je reviens à vous tout à l'heure. Merci beaucoup. Et puis les problèmes récurrents sur l'insécurité dans la sous-région des Grands Lacs examinés à Kinshasa. Les responsables des services d'intelligence de la sous-région des Grands Lacs ont évalué la situation sécuritaire pour, dans la finalité, arrêter des mesures idoines pour mettre fin aux groupes armés. Les détails dans ces journaux. Bienvenue à tous. C'est désormais un maillon essentiel dans les économies de certains pays. La biodiversité fait partie des enjeux majeurs à l'échelle mondiale. La République démocratique du Congo, qui regorge plus de 60% des forêts du bassin du Congo, joue un rôle important dans la lutte contre les réchauffements climatiques. L'état des lieux du secteur environnemental en République démocratique du Congo dans cette réflexion de Nene Mainzana Mapoko. Pourquoi doit-on protéger l'environnement en République démocratique du Congo? L'environnement est l'ensemble des conditions naturelles, culturelles, agissant sur les organismes vivants et les activités humaines. En République démocratique du Congo, le pays est le deuxième massif forestier, après le Brésil, et le premier pour les forêts du bassin du Congo, avec plus de 145 millions d'hectares de forêts. La République démocratique du Congo fait partie des pays de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signateur du protocole de Kyoto, de Nagoya et j'en passe. Avec ses forêts, sa méga biodiversité et un bassin hydrographiquement exceptionnel, la RDC est un pays leader dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues des forêts REDD+. Elle regorge la plus grande tourbière du bassin du Congo après l'Indonésie. Ces tourbières, ces forêts et ces animaux contribuent pour la régulation du climat mondial. Aujourd'hui, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avec des ambitions exceptionnelles, lance le plus grand programme de plantation de plus d'1 milliard d'arbres, ce qui justifie encore la grandeur du pays au niveau africain et international. La République démocratique du Congo serait-elle au cœur des enjeux environnementaux? On en parle tout de suite avec Nene Mainzana Mapoko qui me rejoint sur ces plateaux des 20h. Bonsoir Nene. Bonsoir. Question directe Nene. Quelle position occupe la République démocratique du Congo vu son écosystème dans les échanges à l'échelle internationale? Vous savez, la République démocratique du Congo, comme c'est un pays forestier, elle regorge beaucoup de méga biodiversité, elle est leader. Et vous savez que dans le processus de la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts au niveau de la RDC, les pays occupent cette première place. Cela veut dire que le pays a sa stratégie cadre national et le pays a son plan d'investissement. Le pays a mis en place les fonds qu'on appelle les fonds NARED. C'est un fonds qui contribue aux parties prenantes qui veut quand même donner au niveau de notre pays les financements de passer par là. Donc le pays aujourd'hui avec les tourbières qu'elle regorge au niveau de notre pays. Et donc, vous voyez que dans toutes ces négociations-là, la République démocratique du Congo a la première place. Et quand vous regardez dans ces REDD+, qui a 7 piliers, qui étaient, au début c'était 7 piliers, mais aujourd'hui c'est 8 piliers, nous pouvons dire que l'énergie, les fonciers, la démographie, l'aménagement du territoire, vous savez que le pays doit avoir son plan d'aménagement du territoire. Nous devons avoir la politique sur l'aménagement du territoire. Nous devons avoir la loi sur l'aménagement du territoire. Et tout cela doit nous donner un schéma national qui peut nous aider à savoir quelles sont les affectations de nos espèces, de nos espaces. Voilà pourquoi le pays s'est engagé dans cette démarche et a signé des accords avec les fonds qu'on appelle CAFI. C'est un fonds au niveau de l'Afrique centrale. Pour la RDC, on a donné 200 millions pour permettre au pays d'aller dans les réformes sectorielles qui vont permettre au pays d'être en ordre au niveau international. Et là, le pays pourrait avoir plus de fonds pour lui permettre de travailler d'une manière durable au pays. Parce que là, nous allons au niveau de l'économie verte et pour permettre aussi aux communautés riveraines d'être bénéficiaires des fonds.
Autre question, Néné, comment alors capitaliser toutes ces ressources naturelles? Vous savez qu'avec tous ces enjeux environnementaux que nous avons, avec toutes ces richesses que les pays en a, maintenant la question c'est, comme vous l'avez posé, mais les pays doivent mettre une politique de l'économie verte. La politique de l'économie verte, comment est-ce que les pays arrivent à promouvoir ces ressources au niveau international? Donc aujourd'hui, les touristes et toutes les parties prenantes peuvent venir au niveau de la RDC pour visiter les richesses et ça peut amener de l'économie en dehors de nos forêts. Avec nos forêts, on peut gérer durablement sans pour autant aussi toucher au niveau de nos forêts, mais ça peut amener aussi de l'économie avec les questions des services environnementaux. Là, ça signifie que vous êtes à mesure de calculer quelles sont les valeurs environnementales que vous en avez. La valeur de l'animal, la valeur des plantes, la valeur de l'eau. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des débats qui se font sur la question des transfèrements des eaux, les questions des tourbières. Nous avons les monopoles sur ça. Il faut calculer tout cela et donner cette valeur économique au niveau du pays. Et la République démocratique du Congo est mieux placée. Et avec les programmes du chef de l'État qui a mis en place, de planter les milliards d'arbres, nous pensons qu'avec cela, ça donne encore un tonus pour la République démocratique du Congo. Et avec ça, nous pouvons continuer. Merci Néné Mainzala pour cet éclairage. C'est moi qui vous remercie. 1 milliard d'arbres à planter, cette démarche écologique paraît fastidieuse en marge de la Journée mondiale de l'environnement. Les conseillers du chef de l'État en charge des questions environnementales a procédé au lancement de ces projets au Théâtre des Verdures à Kinshasa. C'est un commentaire de Cédric Eminambo. Les questions environnementales relèveraient des vies ou des morts, pour la planète ou encore pour l'espèce humaine. Sa survie en dépend. En marge de la Journée mondiale de l'environnement, il a été lancé au Théâtre de Verdure l'initiative 1 milliard d'arbres plantés par les élèves d'ici 2023. Cette activité illustre bien l'option levée par la République démocratique du Congo dans la lutte contre la pollution de l'air, qui constitue d'ailleurs les thèmes de cette journée. Ce sont les élèves des écoles conventionnées catholiques et protestantes qui s'attelleront à cette noble tâche en vue d'inculquer à la jeunesse montante la notion du geste écologique susceptible de protéger la planète Terre, notre maison commune. Au cours de cette cérémonie, les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière des questions environnementales et du développement durable, le professeur Dieudonné Moussibono, a expliqué l'essence même de cet événement. Le chef de l'État, soucieux de garantir à chaque citoyen congolais un environnement sain, a proposé l'initiative Jardin scolaire. Le capital d'une société, c'est la jeunesse. Quand on éduque correctement les enfants, on garantit des éco-citoyens. Il y a un rapport étroit et évident. Les arbres dans une ville constituent le poumon de cette dernière, parce que les arbres purifient l'air. Autre problème crucial qui touche à l'environnement, c'est celui de la gestion des déchets. Les sujets a fait l'objet d'un atelier, nous dit Constance Manangalelo. Avec 8500 tonnes de déchets produits par jour, Kinshasa veut se mettre en ordre dans la gestion des déchets. La conférence organisée ces jours par Entre Terre et Ciel et Tech Environnement sous le haut patronage du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobla, se veut un cadre de réflexion sur la production, la logistique, les tri, la collecte et le traitement des déchets. La gestion des déchets, une affaire de tous. Parce que, bon, vous savez, c'est une thématique annuelle, nationale, enfin internationale, qui tient compte de tout ce qui se passe dans le monde. Mais nous, au niveau du Congo et particulièrement de Kinshasa, la gestion des déchets reste encore un problème. Donc il semblait important pour nous de pouvoir d'abord mobiliser les différents opérateurs sur la gestion des déchets. La gestion des déchets, une affaire de tous, thème de cette conférence, appelle à l'implication de tous afin de réussir la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa. Une réussite d'une stratégie d'assainissement va se baser sur 4 piliers essentiels. Le premier, c'est une volonté politique. Le deuxième point, c'est les moyens financiers. Il faut qu'il y ait des moyens financiers. Le troisième pilier, c'est ce que j'appelle la conscience citoyenne. Ensuite, le dernier pilier, c'est la structure organisationnelle de cet assainissement. La bonne gestion passe par la multitude de décharges de transit, connaître la destination finale des déchets, identifier et apporter des solutions. Pour la ville, c'est
c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce que le vœu de la ville, c'était que cette problématique de gestion des déchets, qui constitue au fait une responsabilité collective qui passe par une participation individuelle, commence à prendre corps. La sensibilisation reste de mise. ETEC Environnement est copté séance tenante dans l'équipe École Verte Asseni, car assainir la ville c'est bien, mais enseigner aux gens comment se comporter face aux déchets c'est mieux. C'est une évidence, l'activité de l'homme à la surface du globe impacte sur le climat, mais alors, c'est quoi les gaz à effet de serre? Tentative de réponse dans ces reportages d'Erudus Kitout Modiri. Combattre la pollution est une affaire de tous. Mais qui sont ceux qui s'intéressent aux questions environnementales en dehors des écologistes? Placé sous le thème pollution de l'air, ce thème de la Journée mondiale de l'environnement invite la population à réfléchir à la manière dont elle peut changer son quotidien et ses habitudes afin de réduire la pollution qu'elle produit et respire. Il est donc temps d'agir et de connaître les questions environnementales telles que le gaz à effet de serre. Jamais entendu parler de ces noms. Il y a beaucoup de gaz. C'est important pour la santé et pour la nation. Ce que je retiens, ces gaz-là ne garantissent pas suffisamment l'environnement à se maintenir. Mais l'environnement est en train de se détruire, c'est ce que je sais. Les gaz à effet de serre, c'est quoi? Ce sont des gaz qui sont produits par la production des usines. Ceux qui utilisent beaucoup de usines, alors font beaucoup de gaz à effet de serre. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand le gaz là va au niveau de l'atmosphère, ça pollue maintenant l'environnement. Quand ça détruit quelques couches, c'est pourquoi nous assistons à un climat, nous assistons au réchauffement climatique, alors qui doit être protégé par exemple avec nos forêts. Agir et contribuer à la réduction de la pollution garantit un environnement sain. S'il y a plus de production de carbone, cela produit le réchauffement climatique et menace l'humanité. Tous sont appelés à s'impliquer. La proposition vise à revaloriser deux ressources naturelles importantes, l'eau et la forêt. Le Conseil économique et social qui vient de clôturer sa session d'avril a statué sur ces sujets, sollicitant ainsi la création d'un ministère en charge des eaux et forêts à Nimbalaka. Nous en fait les comptes rendus. Le Conseil économique et social clôture la session d'avril avec une note positive, déclare le président Jean-Pierre Kiwakana dans son mot de clôture. Parmi les avis adoptés, nous citons les avis sur la problématique de la lutte contre la corruption en RDC, l'émergence de la classe moyenne en République démocratique du Congo, la problématique du transfèrement des eaux du bassin hydrographique du Congo vers le bassin du lac Tchad, les projets Transaqua et enfin la formation technique et professionnelle, stratégie d'amélioration de l'emploi et de résorption du chômage des jeunes. La clôture de la présente session d'avril coïncide avec la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement. Un événement international initié par l'Organisation des Nations Unies et qui a lieu chaque année le 5 juin et célébré par des milliers de communautés à travers le monde. Cette journée mondiale de l'environnement est une occasion de sensibiliser toutes les couches sociales en faveur de l'environnement. Que chacun prenne individuellement sa responsabilité pour protéger son environnement immédiat. Hormis les avis, le Conseil économique et social propose la tenue dans les meilleurs délais d'une table ronde des parties prenantes sur les alternatives concrètes de mise en valeur des forêts congolaises et l'organisation à Kinshasa d'un forum international de haut niveau sur les forêts du bassin du Congo pour surmonter les limites des instruments de financement actuels et faire de la conservation et des services environnementaux des options attractives à court terme pour la République démocratique du Congo, aussi dont dépend le développement futur de la République démocratique du Congo. Je le disais tout à l'heure dans les titres, la ville de Kinshasa accueille la réunion des services de sécurité des pays de la région des Grands Lacs. Ces représentants des services de sécurité se sont employés à évaluer la situation sécuritaire dans la région et éventuellement mettre fin aux groupes armés. Robert Ndaye Chinsense et Mendaya et Pompomba ont signé ces reportages. La menace sécuritaire demeure réelle dans la région de Grand Lac et prenant en compte le fait que les groupes armés qui opèrent dans l'est de la RDC peuvent s'émuer si l'on n'y prend pas garde en groupe terroriste. Le chef d'État du Rwanda, de l'Angola et Félix Tshisekedi de la RDC
avait lors de la tripartite de Kinshasa décidé de renforcer l'axe Congo, Angola et Rwanda pour trouver les voies et moyens d'éradiquer les phénomènes des groupes armés congolais étrangers. Une semaine après cette tripartite, Kinshasa, à travers les mécanismes nationaux de suivi de l'accord CAD, a décidé d'appuyer sur l'accélérateur en accueillant sur son sol la réunion des responsables des services de sécurité des pays clés de la région, à savoir le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et le Burundi. Objectif de cette réunion qui fait suite au sommet de chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord CAD d'Addis Abeba tenu à Kampala et d'évaluer et de déterminer ensemble la situation des forces négatives dans l'Est de la République démocratique du Congo afin d'adopter des mesures concertées prioritaires pour promouvoir la neutralisation de ces groupes armés. Pour cette première journée, au chapitre des interventions, le coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Claude Ibalanki, a formulé le vœu d'approuver des recommandations efficaces susceptibles de ramener la paix dans la région des Grands Lacs à l'issue de cette réunion. Il est urgent, déclare le patron du mécanisme national de suivi de l'accord cadre, que le pays de la sous-région se mobilise davantage pour réfléchir et prendre collectivement des mesures nécessaires pour donner un nouveau contenu à l'accord cadre d'Addis Abeba. Le choix de la RDC pour abriter cette réunion est justifié par la victoire diplomatique et l'alternance au sommet de l'État, a dit le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région de Grand Lac, M. Wang Xia. Il a affirmé la nécessité d'adopter une nouvelle approche, outre les mesures en place, pour renforcer la coopération régionale afin de neutraliser complètement les forces négatives dans le plus bref délai. Pendant 2 jours, les experts vont examiner de fond en comble la situation sécuritaire au cas par cas et formuler des recommandations à la clôture qui interviendra ce jeudi 6 juin 2019. Sont-ils des bandits des grands chemins ou plus grave encore des coupeurs des routes? En tout état des causes, la police nationale congolaise a mis la main sur des supposés coupeurs de routes dans la province du Congo central. Edith Chala nous en fait les récits. Sur la nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi, le voyage était paisible et sécurisé. C'était avant que les coupeurs de route n'infestent le tronçon Kasangulu-Kinshasa. Mvululu après le péage, Mingadi et Kimpanu paraissent comme des lieux les plus dangereux. Des citoyens y ont laissé leur vie, les plus chanceux ont tout simplement perdu leurs avoirs. La police nationale congolaise, province du Congo central, s'est mobilisée pour traquer sans merci ces malfrats. Les efforts policiers qui ont commencé à porter des fruits avec l'arrestation des 4 décès hors la loi. Touka Sangoulou qui vit dans la psychose depuis la récurrence des meurtres sur la nationale numéro 1 par ses coupeurs de route a exprimé sa grande satisfaction. La satisfaction, c'est aussi celle de l'honorable Jean Didier, élu de Kassangoulou. On tue, on incendie des maisons, on pille, et apparemment les choses n'ont pas l'air de beaucoup bouger. Il y a des forces de l'ordre qui n'ont pas de moyens, ça peut se déplacer. La communication même entre éléments de forces de l'ordre est difficile, pas de matériel. La population est en train de subir une terreur qu'on ne peut pas définir. C'est incroyable, inimaginable. Il faut que l'État bouge. La traque n'est fait que commencer. Le traitement exemplaire que devront subir ces inciviques contribuera à dissuader les autres individus qui se complairaient à tenter la même aventure. Et puis ces communiqués officiels, avant de poursuivre ce journal, les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, portent à la connaissance du public quinois en général et des usagers de la route en particulier que la circulation des véhicules remorques en provenance et ou en partance vers la province du Congo central à travers la ville-province de Kinshasa est articulée de la manière suivante. Heure d'entrée dans la ville de Kinshasa de 21h à 5h du matin. Heure de sortie pour la province du Congo central, 21h. Les déchargements de leurs marchandises ne s'effectueront que pendant la journée. De ces faits, les usagers de la route sont priés de prendre toutes les dispositions qui s'imposent en vue de s'y conformer quant à ceux, car la sécurité des personnes et de leurs biens en dépend. Fait à Kinshasa, le 30 mai 2019, ces communiqués portent la signature du commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, Kasongoki Tenge Silvano, commissaire divisionnaire adjoint.
Et en nouvelle, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, est arrivée il y a quelques heures dans la ville de Goma, province du Nord Kivu, province qui constitue la première étape de sa visite officielle avant le Sud Kivu. Sur place, l'épouse du chef de l'État va déployer plusieurs activités dans le cadre de la promotion de la femme. Dans son agenda, il est prévu la visite de plusieurs structures sanitaires et plus particulièrement les femmes porteuses de fistules. Nous y reviendrons en images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information avec notre envoyé spécial sur place à Goma, Naïcha Kialamouila. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a établi son rapport après les conflits communautaires dans les territoires de Yumbi, dans la province du Mai-Ndombe. Un rapport ponctuel d'enquête qui reprend également d'autres actes de violation des droits de l'homme dans d'autres domaines de la vie nationale. Cédric Kenina nous en dit un peu plus. 524 morts, 1554 maisons incendiées ou encore brûlées. Ajoutez à cela des dégâts matériels considérables. Le bilan des exactions de Yumbi dans les Mai-Ndombe est lourd. Pour la Commission nationale des droits de l'homme, l'exécutif national emporte une part des responsabilités du fait, selon cet organe, de la passivité observée. Dans son rapport sur ces drames de Yumbi, la CNDH formule plusieurs recommandations pour améliorer les conditions des droits de l'homme dans cette partie du pays. De négliger certains conflits et quand il y a beaucoup de dégâts, c'est à ce moment-là qu'on se mobilise, soit pour les aides humanitaires, soit pour des plans de compensation ou de réhabilitation des maisons. Je pense qu'on doit se servir de cette façon de voir les choses. S'il y a déjà des mouvements dans le sens de produire un grand conflit, il faut intervenir avant que de chercher qu'il y ait d'abord le conflit, qu'il y ait des morts d'hommes, qu'il y ait des destructions de champs, des pillages, et à ce moment-là, on a intervenu. Ces rapports ponctuels d'enquête sur les allégations des violations des droits de l'homme fait suite au conflit communautaire dans les territoires des Yumbi entre les Batende et les Banonou. Conflit ayant occasionné mort d'hommes, plusieurs déplacés et réfugiés. Et puis cet autre communiqué du ministère de la Justice, le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, informe le public que la Cour pénale internationale, CPI, procédera à l'élection des 6 membres du comité du budget et des finances au cours de la 18e session de l'Assemblée des États, partie qui se tiendra à La Haye du 2 au 7 décembre 2019. Les personnes qui désirent participer à ces concours doivent être des nationalités congolaises, faire preuve d'une expertise en la matière, jouir d'une autorité reconnue et une expérience avérée des questions financières au plan international. Les dossiers des candidatures doivent être déposées dans les 30 jours à dater de la publication du présent appel à la candidature au cabinet du ministre de la Justice et garde des Sceaux à Kinshasa, au palais de la Justice, place de l'indépendance, commune de la Gombe, faite à Kinshasa le 3 juin 2019. Ces communiqués portent la signature de Gérard Katabaeko, directeur du cabinet. Et puis un autre communiqué encore du ministère de la Justice, les cabinets du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, informe le public que la Cour, je pense que c'est la même institution, procédera à l'élection du 9e membre de la commission consultative pour l'examen des candidatures au poste des juges de la Cour de la 18e session de l'Assemblée des États, partie qui se tiendra à La Haye du 2 au 7 décembre 2019. La commission consultative est composée de 9 membres élus pour examiner les candidatures au poste des juges de la Cour conformément à la recommandation du bureau de l'Assemblée des États, partie. Il convient de noter que les 9e membres de la commission consultative qui sera élu le sera pour 3 ans, à savoir jusqu'en 2021. Et pourra être réélu une seule fois. Les personnes qui désirent participer à ces concours doivent être des nationalités congolaises. Elles doivent en outre jouir de la plus haute considération morale ainsi que des compétences et d'une expertise reconnue en droit pénal
ou en droit international. Les dossiers des candidatures doivent être déposés dans les 30 jours à dater de la publication du présent appel à la candidature au cabinet du ministre de la Justice et garde des Sceaux à Kinshasa, au palais de la Justice, place de l'Indépendance, commune de la Gombe, faite à Kinshasa, le 3 juin 2019. Gérard Kata Bayoko, directeur des cabinets. Poursuivant ce jour-là, la République démocratique du Congo va prendre part à la session de l'Association des parlementaires de la francophonie, APF, qui va se tenir en ce mois de juin au Maroc. La présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda Lioko, a échangé autour de ces sujets avec une délégation de l'APF. D'autres précisions dans ces reportages de Poncien Tshisongumamba Kabal, Sylvie Moembo, Bernard Bodo et Guy Kitoko Aloma. En sa qualité de premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Guillaume Soro Kinshasa, pour les obsèques d'Étienne Tshisekedi, a eu le ton de civilité à la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko. J'ai tenu d'abord à la féliciter. Elle est la première femme à diriger l'Assemblée nationale en RDC. C'est quelque chose de très important, d'autant plus que moi, dans mon pays, aucune femme n'a encore eu l'occasion de diriger le Parlement. Nous avons au mois de juin, évidemment, l'Assemblée parlementaire de la francophonie est un instrument au service des parlements. En juillet, je devrais donc présider l'Assemblée parlementaire de la francophonie et comme je connais la RDC, ce sera avec beaucoup de joie, de plaisir, que dans la proximité, nous travaillerons ensemble. Celui qui est également président de la région Afrique de la francophonie a donné l'assurance à l'honorable présidente que l'Assemblée parlementaire de la francophonie saura valoriser les efforts que le peuple congolais a eu à consentir pour maintenir le pays dans la paix et dans la voie de la démocratie. Regain des tensions dans la province de l'Ituri, les élus nationaux de ces coins du pays sont allés à la rencontre de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko. Les représentants du peuple exigent une enquête parlementaire sur place. Encore une fois de plus, Poncien Tshisongumamba Kabal, Sylvie Moembo, Bernard Bodo et Guy Kitoko Aloma. L'insécurité grandissante en Ituri, selon les caucus des députés nationaux élus de cette province, il ne se passe pas un jour sans que ne surgisse sans pillage et tuerie. Ils ont sollicité ce mercredi l'implication de la présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda Lioko, en vue du retour de la paix durable dans cette partie de la République. Il y a le problème des ADF Nalu, aussi d'Irou, dans la chefferie de Tchabi. Là aussi, nous demandons l'implication de nos chambres pour que ça puisse prendre fin. Nous avons aussi le problème des virus à Ebola, en Ituri et précisément dans plusieurs centres de santé de Mambasa. Tout ça, ce sont les problèmes de l'insécurité en Ituri. Nous avons même les problèmes de Mboro en Ituri, dans le territoire de Mambasa et dans le territoire de Aru. Tout cela, il faut vraiment une attention. Soutenir le bord du lac. Tous les jours, il y a le cas de tuerie. Donc, trop c'est trop. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, les caucus des députés nationaux de notre Chambre, pour dire de vive voix que trop c'est trop, nous voulons que cela puisse se terminer. Les caucus des députés nationaux de l'Ituri exigent qu'une aide humanitaire soit assurée au profit des déplacés internes et une enquête parlementaire diligentée afin de se rendre compte des responsabilités décriées sur terrain. Quid de la tenue des élections locales, la prise en compte des défis des divers ordres auxquels la CENI fait face, la mise en œuvre sur la participation politique des femmes en République démocratique du Congo sont là les sujets au centre de la réunion entre les numéros 1 de la centrale électorale, Corneille Nangayo Belouo et une délégation du Fonds pour les femmes congolaises. Les comptes rendus avec Marcela Monanteba et Raphaël Tsadi. Ministres de la RDC, regroupés au sein du Fonds pour les femmes congolaises, FFC, ont à travers cette réunion cernant les activités récentes du calendrier électoral. Faïda Manguiloa, présidente du conseil d'administration du FFC et chef de la délégation, a apprécié la qualité des échanges avec le numéro 1 de la CENI. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir les élections locales? Effectivement, nous avons été suffisamment informés des contraintes et de tous les processus, parce que aussi à un certain moment on n'aime pas comprendre, mais
Mais comment faire en sorte que les populations jouissent en tout cas des résultats de bonnes élections? Donc il faut définir les priorités aujourd'hui. Quelles sont nos priorités? Le FFC entend tenir dans un avenir proche des sessions de restitution sur les retombées des échanges avec la CENI pour une information électorale moins déformée. Il ne faut pas chercher seulement les informations dans les réseaux sociaux, il faut aller à la source. Pour autant que la CENI reste disposée à nous recevoir, que nous allons communiquer, restituer auprès de nos organisations qui nous ont délégués ici. L'on retiendra du passage séjour de FFCC à la CENI le désir des femmes leaders de la RDC de conduire des programmes sur la participation politique des femmes, la gouvernance et l'éducation civique et électorale sur une grande échelle. Stupeur dans les rangs des élus du peuple, on est sans nouvelles du député national Samuel Mbemba. Depuis le lundi dernier, le bureau de l'Assemblée nationale vient justement de saisir la police nationale congolaise pour des enquêtes. Les explications dans ses commentaires signés Françoise Boulabouaki. La police nationale congolaise vient d'être saisie. Depuis la nuit du 3 juin dernier, le député national élu de la circonscription de Lukunga, Samuel Mbemba Kabou, a disparu. Saisi par une correspondance du bureau de l'Assemblée nationale, la police indique que le disparu se retrouvait sur son chemin de retour vers son domicile sur Allée Verte au quartier Macampagne. Depuis ce jour, plus aucune nouvelle de cet élu. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa vient d'instruire tous les services de faire le nécessaire pour le retrouver. Le communiqué précise que toute personne qui détiendrait les informations à ce sujet est priée de contacter la police. La République démocratique du Congo explore d'autres sources énergétiques. Pour ce faire, des associations et structures naissent pour baliser cette transition énergétique. Les cas de l'Association congolaise pour l'énergie durable et renouvelable. C'est un commentaire de Chimène Dondo. Moins de 10% de la population de la République démocratique du Congo a accès à l'électricité. Pour plus de 80 millions de Congolais qui attendent d'être connectés au réseau d'utilisation d'énergie renouvelable et décentralisée, offre un avantage potentiel considérable en termes d'économie, de santé, de sécurité et des possibilités de développement. Le directeur du cabinet adjointe du chef de l'État en charge des infrastructures, énergie et environnement, Madame Panou Keti, qui a lancé officiellement cette association congolaise pour les énergies renouvelables et décentralisées. ACCERD en sigle est une organisation indépendante à but non lucratif œuvrant dans l'industrie des énergies renouvelables en RDC. L'Association congolaise pour les énergies renouvelables et décentralisées a pour rôle majeur la promotion des solutions et techniques de développement durable au travers de produits et services qui composent les activités de membres de l'association, mais aussi de devenir une association leader dans l'industrie des énergies renouvelables et décentralisées. Parlons infrastructure dans ce journal, la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Kasumbalesa et la ville de Lubumbashi est en pleine réhabilitation des travaux en cours d'inspecter par les directeurs généraux de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, Charles Ilunga Médard, Betty Amani pour d'autres détails. Petit à petit, c'est une route Kasumbalesa toute nouvelle qui s'offre aux usagers. Les efforts fournis dans la réhabilitation portent ainsi peu à peu des fruits. Mardi 4 juin, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITPR sur ce projet, est allé se rendre compte de ces changements. En compagnie de ses collaborateurs de l'antenne provinciale du Grand Katanga, Charles Médard Ilunga a notamment apprécié l'élargissement de cette route pour un croisement harmonieux des camions remorques. Au poste de péage de Kanyaka, un poste récemment construit, le DG de la CGT a salué les efforts de modernisation. Sous la conduite du chef de poste local, il a visité avec appréciation les différentes étapes de perception des frais de péage. L'idée, c'est d'aller peu à peu vers l'automatisation de ces opérations, a renseigné Albert Mouleka. Ce poste de péage moderne sera le modèle type pour toutes les routes concédées du Grand Katanga. Au quartier Whisky, dans le nouveau lotissement de la cité de Kasumbalesa, la firme Crekset procède déjà à la préparation de l'espace qui va accueillir le poste de péage de Kasumbalesa, fait sur le même modèle. La construction commence incessamment. Pour l'année 2019, la réhabilitation de la route Kasumbalesa vise une 50aine de kilomètres, ainsi que la finalisation des travaux de protection des caniveaux par la construction des raidisseurs et des bordures sur la partie urbaine de ce projet.
Ici, les assurances de Médard Inga. Nous avons à peu près 40% aujourd'hui de la route qui est en très très bon état. 40% où la piste de roulement est en parfait état. Et alors, il y a des autres tronçons qui ont déjà été couverts par des travaux de monocouche. Et cette année, nous avons pour objectif de pouvoir asphalter, donc revêtir plus ou moins 50 km. Nous avons beaucoup de défis en même temps pour poser la couche de roulement sur plus ou moins 50 km, mais aussi travailler considérablement pour améliorer la portance et même déjà le confort sur des endroits qui sont sérieusement dégradés. La cité de Kasumbalesa est en proie à 3 têtes d'érosion qui menacent la route nationale numéro 1. Le maire de cette nouvelle ville du pays s'en inquiète. L'action de réhabilitation de l'exercice 2019 prendra en charge ces travaux, a expliqué Charles Médard Ilunga, qui a sollicité l'implication du maire de la ville pour une gestion différente des ordures de ménage qui finissent souvent dans les caniveaux. Et puis ces messages de remerciement de la communauté Saint-Pia au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses journaux. Excellences, messieurs les présidents, nous avons l'immense plaisir d'adresser à votre très haute autorité nos sincères et chaleureux remerciements à l'occasion de la nomination de membres de notre grande famille Saint-Pia à des fonctions de haute responsabilité. Il s'agit de Lukonde Sama, directeur général à la GECAMINE, Mumba Philippe, administrateur à la GECAMINE, Kinkontwe, Caputo Alphonse et Kianyangala Trésor, tous administrateurs à la CNCC. Cette nomination confirme la confiance renouvelée que vous placez dans l'ensemble des peuples autochtones du Haut-Katanga en général et Saint-Pia en particulier. Excellences, messieurs les présidents de la République, la communauté Saint-Pia vous rassure de sa meilleure prédisposition à vous accompagner tout au long de votre mandat dans la mise en œuvre de la politique de gestion orthodoxe des entreprises clés de notre économie nationale. Nous citons la Générale des Carrières et des Mines GECAMINE en sigle et la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC. Veuillez agréer, Excellences, messieurs les présidents de la République, chef de l'État, l'expression de notre très haute et patriotique considération faite à Kinshasa le 4 juin 2019. Ces communiqués portent la signature des Muzinga Mushinji Jean, président national Saint-Pia, et puis Kilemuna Kunda Robert, président Fédération Saint-Pia, Kinshasa. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Un clin d'œil à notre confrère Jean Mandunga Kembanda, opérateur des prises de vue à la direction des informations télévisées, qui souffle une bougie de pluie. Merci à vous. Au revoir.